La richesse est comme une lumière éclatante qui aveugle l'homme. Et quand cette lumière s'éteint, lorsqu'il se retrouve dans l'obscurité, il comprend enfin qui étaient ses vrais amis et qui n'étaient que des ombres. Mais parfois, il est déjà trop tard. Ma propre sœur Madeleine, lorsqu'elle se trouvait au sommet de cet éclat trompeur, a tout perdu en une seule journée. La fortune, les amis, la fierté. Et ce soir-là, quand elle s'est retrouvée seule dans le froid des rues de Lyon, pas une seule des personnes en qui elle avait placé sa confiance n'a ouvert sa porte. Nous étions deux sœurs, Madeleine et moi, mais tout semblait nous opposer, comme si nous venions de deux mondes différents. Dès son enfance, elle voulait toujours la robe la plus chère, les amis les plus riches, et méprisait cette existence simple que je menais, comme si la modestie n'était qu'une halte provisoire sur le chemin de son destin glorieux. Et quand elle obtint enfin cette fortune tant rêvée en épousant un riche homme d'affaires, elle coupa sans hésiter le dernier fil qui la reliait encore à nous. Elle ne nous appelait plus, même pour les fêtes, et jamais elle ne nous invita dans sa somptueuse villa de Neuilly-sur-Seine, car nous ne faisions plus partie de ce monde doré dont elle s'était entourée. Pendant des années, j'ai attendu qu'un jour son cœur s'adoucisse, qu'elle se souvienne du passé et m'adresse simplement un bonjour. Chaque fois que je l'appelais, dans les moments de maladie ou de détresse, c'était sa domestique qui répondait, ou bien j'entendais « Madame Madeleine a des invités, rappelez plus tard ». Mais je ne convoitais ni son argent ni son luxe, seulement un peu de tendresse fraternelle. La vie a sa propre justice, paraît-il. Les montagnes en qui elle avait confiance se sont couvertes de neige. L'empire de son mari s'est effondré du jour au lendemain. Sa gloire de reine s'est dissipée et elle s'est retrouvée à la rue, sans un sou, une valise à la main, chassée de son palais. Et la première porte qu'elle a frappée n'a pas été celle de ma modeste maison, non. Ce fut celle de son amie de longue date, Madame Deval, une femme d'affaires fortunée avec qui elle achetait des bijoux chaque week-end. Elle croyait encore appartenir à ce cercle, persuadée que sa ruine n'était qu'un malheureux incident passager. Mais la réponse de l'interphone, froide et sèche, « Madame n'est pas disponible », claqua comme une gifle. La semaine précédente, elles riaient ensemble autour de coupes de champagne, et cette même amie lui disait encore « Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi ». Des mots, apparemment, qui ne valaient que pour la Madeleine fortunée. Ce jour-là, elle passa l'après-midi à appeler un par un tous les noms de son précieux carnet d'adresses. Certains ne répondit pas, d'autres prétextèrent une réunion. Et plusieurs, ayant appris la faillite de Marie, raccrochèrent aussitôt, comme si la pauvreté était contagieuse. Dans ce monde-là, celui qui perd sa fortune devient invisible. Mais le coup le plus cruel, elle le reçut devant la porte de sa propre fille. Celle qu'elle avait élevée comme une princesse, envoyée dans les meilleures écoles, lui ferma son foyer au nez. « Maman, pas maintenant, mon mari est à la maison, je t'enverrai un peu d'argent plus tard. » Et c'est ainsi qu'elle laissa sa mère dehors, au cœur de l'hiver. Cette nuit-là, pour la première fois de sa vie, Madeleine dormit dans la rue. C'est dans ce froid qui lui traversait les os qu'elle comprit enfin combien la richesse, les amitiés d'apparat et même l'amour de ceux pour qui elle nous avait reniés n'étaient que mirages. Mais elle croyait alors qu'il ne lui restait plus aucune porte à pousser. Après des heures d'attente vaine et des dizaines de portes closes, ses pas la menèrent là où elle n'aurait jamais imaginé revenir, dans ce vieux quartier de Belleville, celui qu'elle avait toujours qualifié de bas-fond. Car quand on touche le fond et qu'il ne reste plus aucun refuge, on finit toujours par frapper à la porte qu'on a le plus méprisée.
Avant d'appuyer sur ma sonnette, je sentais qu'elle restait immobile sur le palier, luttant contre elle-même. J'imaginais la bataille que livrait sa main avant de se poser sur le bouton. Cette sonnette ne représentait pas seulement une porte, mais l'aveu d'une défaite, d'une dépendance et la honte de demander asile à la sœur qu'elle avait si souvent rabaissée. Quand la sonnerie retentit au milieu de la nuit, 1000 pensées me traversèrent l'esprit. Qui pouvait bien venir à cette heure ? En entrouvant la porte, je restais pétrifié. Devant moi se tenait une femme trempée, tremblante, méconnaissable. Était-ce vraiment Madeleine, ma sœur si fière au cœur de pierre ? On aurait dit le spectre brisé d'une autre époque. Elle ne parvint pas à croiser mon regard. Sa tête, toujours si droite, s'inclinait cette fois, et sa voix, jadis autoritaire, ne fut qu'un souffle. « Claire, je n'ai nulle part où aller. » À cet instant, je compris que la vie ne lui avait pas seulement pris sa fortune, mais aussi son orgueil et sa superbe. Devant moi ne se tenait plus la riche Madeleine, mais une femme déchue, sans abri, que le monde avait oubliée. J'oubliais tout, ces paroles cruelles, ces années de silence, ces regards dédaigneux, car elle restait mon sang, ma sœur, et jamais je ne l'aurais laissée dehors sous cette pluie glaciale. Alors, sans un mot, je reculai d'un pas et ouvris grand la porte de ce modeste foyer qu'elle avait tant méprisé. Quand elle posa le pied sur mon vieux linoléum, après les marbres de son hôtel particulier, je vis tout son corps se raidir. La honte, lourde et muette, se lisait sur chaque trait de son visage, celle d'être forcée de se réfugier dans cette maison qu'elle avait jadis tournée en ridicule. Je lui montrai la salle de bain et lui tendai une chemise de nuit propre et une serviette appartenant autrefois à ma fille. Ses mains, habituées aux étoffes de soie, hésitèrent avant de toucher ces simples tissus de coton. Peut-être réalisait-elle pour la première fois que ce qu'elle appelait « pauvreté » n'était pour moi que propreté et suffisance. Pendant qu'elle essayait de se sécher, je réchauffais sur ma cuisinière le seul repas chaud que j'avais, un bol de soupe de lentilles. Depuis quand n'avait-elle pas goûté une soupe si simple ? Dans ces banquets d'autrefois, on aurait sans doute appelé cela un plat de domestique. Quand je posai le bol devant elle, je vis ses doigts, toujours ornés de bagues serties de diamants, trembler en saisissant la cuillère. En cet instant, je compris comment la faim et le froid peuvent faire plier les plus orgueilleux, comment même un palais habitué au caviar peut un jour se contenter d'une simple soupe chaude. Cette nuit-là, je lui préparai un couchage sur mon vieux canapé du salon. Elle, qui n'avait connu que les draps de satin et les matelas d'hôtel 5 étoiles, allait dormir sur cette banquette grinçante. Et tandis que je bordais la couverture propre, qui sentait le savon, je pensais que le destin, dans sa cruauté, venait de nous remettre à égalité. Au matin, lorsqu'elle ouvrit les yeux sur ce vieux canapé grinçant, et qu'au lieu des draps de soie de sa chambre luxueuse, elle découvrit ma couverture en flanelle achetée au marché, elle comprit que tout cela n'était pas un cauchemar. Le regard qu'elle jeta autour d'elle disait tout. S'éveiller dans cette maison modeste lui paraissait une punition encore plus cruelle que de dormir dehors. Elle qui avait toujours eu ses salles de bain en marbre, ses crèmes hors de prix et ses lotions à la mode, dut se contenter de mon unique savon parfumé posé sur le rebord du lavabo.
À la voir se laver les mains avec tant d'hésitation, on aurait dit qu'elle touchait à la pauvreté même, palpable et humiliante. Son visage trahissait une gêne profonde, comme si chaque geste la salissait davantage. Quand je posais devant elle un verre de thé chaud, un morceau de fromage blanc et quelques olives, son regard se voila. Sans doute se souvenait-elle de ses petits déjeuners fastueux, ornés de fruits exotiques et de pâtisseries fines. Elle observa l'assiette comme si elle contenait du poison, oubliant que ce pain et ce fromage qu'elle méprisait tant étaient ceux qui l'avaient sauvée d'une nuit de faim. Toute la journée, elle s'acharna sur son téléphone dernier cri, essayant en vain de joindre quelqu'un de son ancien monde. Mais cet appareil n'était plus qu'un vestige de son passé. Plus personne ne l'appelait et aucun de ses soi-disant amis ne se souciait de savoir si Madeleine vivait encore. Une femme ruinée dans leur monde cessait simplement d'exister. Pendant que je m'affairais à mes tâches, elle restait assise sur le canapé, droite comme une reine détrônée. Elle ne songeait pas une seule fois à m'aider, ni même à s'excuser de me peser ainsi. On aurait dit qu'elle voyait ma maison comme un hôtel de fortune, et moi comme une servante à qui elle aurait oublié de payer le salaire. Son château d'orgueil s'était effondré, mais les décombres semblaient encore plus hauts que moi. Après quelques jours, le choc de sa chute s'estompa, et la Madeleine d'autrefois réapparut, acide, hautaine, toujours prête à critiquer. Un soir, alors que je posais devant elle un simple ragoût fumant, elle repoussa l'assiette d'un air dégoûté. « Tu appelles ça un dîner ? Jamais je n'ai avalé de telles herbes. C'est ce que vous mangez, vous, tous les jours ?» Elle s'installa ensuite devant ma vieille télévision, au petit écran grésillant, et chercha vainement les écrans grands de son ancienne vie. Dans cette boîte en ferraille, il n'y a rien à regarder. On s'étouffe dans cette maison. Elle oubliait que cette boîte était pour moi la seule fenêtre sur le monde, mon unique compagne des soirs de solitude. Un jour, voulant adoucir son humeur, je lui servis une tasse de tilleul préparée avec les fleurs que m'avait offertes ma voisine. Elle leva la tasse d'un air méprisant. « Mon estomac ne supporte pas ces infusions de paysans. Tu n'as donc pas de café filtré au moins ?» Je sentis alors ma patience s'effriter et ma compassion se muer lointement en colère. Toute la journée, elle continuait à espérer un signe de son entourage. Elle appelait sa fille, ses anciens amis, avec la même voix autoritaire. « Comment pouvez-vous naître dans ce trou de rat ? Envoyez-moi de l'argent immédiatement. » Puis, frustrée de n'obtenir aucune réponse, elle jetait le téléphone sur la table et passait sa rage sur moi. Même mes voisins, venus lui offrir un plat chaud ou un mot de réconfort, subissaient son mépris. À la moindre visite, elle ouvrait la porte en lançant « Claire n'est pas là !» avant de la refermer brusquement, puis se tournant vers moi. « Suis-je obligée de fréquenter ces gens minables ?» Et elle disait cela en mangeant mon pain, sous mon toit, au milieu des gens simples qui, eux, n'avaient jamais cessé de tendre la main. La timidité des premiers jours fit bientôt place à un ton d'ordre sans scrupule, comme si je n'étais plus sa sœur, mais une domestique qu'elle aurait oublié de payer. « Claire, nettoie donc ces fenêtres, on étouffe ici. » Ou encore « Ce soir, fais un vrai plat de viande, tes herbes me donnent la nausée. » C'est à ce moment-là que je compris que dans la mémoire de Madeleine, le mot « s'il te plaît » avait disparu avec sa fortune. Même mon petit poste de radio en bois, le seul souvenir de mon mari défunt, ne trouva grâce à ses yeux. Un jour, je la surpris en train de tripoter les vieux boutons, cherchant à le rallumer. « Pourquoi gardes-tu cette antiquité ? Elle ne fait que crachoter. » me lança-t-elle avec dédain. Alors, j'ai vu à nouveau combien son cœur s'était durci, incapable de comprendre la valeur d'un souvenir.
Je me souviens avoir jeté mes gants mouillés sur l'évier, la colère me montant enfin à la gorge. « Madeleine, cette maison que tu traites de poubelle, ces plats que tu méprises, ce sont eux qui t'ont sauvé du froid. Et moi, je ne suis pas ta servante. Assez de ce ton hautain. » Elle resta pétrifiée. Qu'une sœur qu'elle jugeait faible et soumise ose lui répondre ainsi était dans son univers un affront impardonnable. Son visage devint rouge, d'abord de stupeur, puis de rage. Elle croyait encore être la dame de la maison, même ici, sous mon toit. Après cette dispute, un silence pesant s'abattit sur la maison, plus douloureuse encore que ses cris. Elle ne m'adressait plus la parole, me répondait par monosyllabes et passait ses journées sur le canapé, les yeux perdus, comme une prisonnière comptant les jours de sa détention. Le lendemain, incapable de surmonter son humiliation, elle reprit son téléphone. Cette fois, sa voix n'avait plus rien d'arrogante. « Je t'en supplie, ma fille, fais-moi sortir d'ici. Envoie-moi de quoi passer une nuit à l'hôtel. Je ne peux plus respirer sous le même toit que ma sœur. » Elle, pour qui mendier était pire que mourir, en était réduite à supplier. J'entendis le clic sec du combiné, suivi de sanglots étouffés. Plus tard, j'appris que sa fille, cette même fille qu'elle avait élevée comme une princesse, lui avait répondu « Maman, à cause de toi, mon mari et moi nous nous disputons sans cesse. Ne m'appelle plus. Voici le dernier argent que je peux t'envoyer. » Une aumône, déposée sur son compte comme on jette une pièce dans la rue. Pour retirer cette somme dérisoire, elle dut enfiler mon vieux manteau élimé, celui qu'elle jadis avait jugé indigne, et marcher jusqu'à la petite agence bancaire du quartier. Elle, pour qui n'avait jamais posé le pied hors de sa voiture avec chauffeur, traversait maintenant les trottoirs boueux, la tête basse, sous les regards des passants. Quand elle reçut l'argent, elle crut peut-être un instant retrouver un peu de sa liberté, redevenir Madeleine la fière, mais la réalité la rattrapa vite. Cet argent ne couvrait même pas une nuit dans un hôtel bon marché, ce n'était pas sa délivrance, mais la rançon payée par sa fille pour se débarrasser d'elle. Je sais qu'elle resta dehors jusqu'à la tombée du soir. Peut-être s'était-elle offert un repas dans un petit bistrot, espérant y retrouver un goût de son ancienne vie, mais lorsque le vent glacé du soir revint lui fouetter le visage et que ses poches furent à nouveau vides, elle comprit amèrement qu'il ne lui restait qu'un seul refuge, cette maison où, disait-elle, elle ne pouvait plus respirer. Et pourtant, ce fut encore vers ma porte qu'elle revint frapper, la même qu'elle avait tant méprisée. Ce soir-là, lorsque la porte sonna de nouveau, la femme qui se tenait sur le seuil n'avait plus même la maigre lueur d'espoir qu'elle portait le matin. Les quelques billets qu'elle croyait pouvoir transformer en liberté s'étaient évaporés sur les trottoirs glacés de Paris, et elle revenait frapper à cette porte qu'elle méprisait tant, porte de sa défaite, mais surtout rappel cuisant de la trahison de sa propre fille. Elle entra sans dire un mot. Dans son regard, il n'y avait plus ni défi ni mépris, seulement cette honte épaisse qu'on ne sait où poser. Elle ne critiquait plus le repas, ne se moquait plus des meubles. Les quelques heures passées dehors lui avaient enseigné, comme une gifle, la valeur de ce toit qu'elle avait tant dénigré. En la regardant, je compris que le traitement que lui avait infligé sa fille, celle qu'elle avait tant chérie, pour qui elle avait tout sacrifié, était une punition bien plus cruelle que mes propres rancunes. Ma colère fondit, remplacée par une étrange pitié. Devant moi ne se tenait plus Madeleine la riche, mais une vieille mère rejetée, brisée par son propre sang.
Cette nuit-là, lorsque je remontais la couverture sur elle, des images d'enfance me revinrent, nos rires, nos jeux, ce temps où elle n'était encore que ma petite sœur, avant que l'argent et l'orgueil ne lui volent son âme. Je me demandais alors si cette couverture suffirait à réchauffer le cœur glacé de celle qu'elle était devenue. Le lendemain matin, pour la première fois de sa vie sans doute, elle fit un geste domestique. Après le petit déjeuner, elle prit silencieusement son assiette et la posa dans l'évier. Ce simple mouvement, anodin pour quiconque, représentait pour elle une montagne gravie, la victoire de l'humilité sur l'orgueil. C'était sa manière muette de dire « je rends les armes ». À partir de ce jour, un étrange armistice régna dans la maison. Elle ne donnait plus d'ordre et je ne rouvrissais plus les vieilles blessures. Nous apprenions, chacune à notre manière, à coexister. Deux étrangères contraintes de partager le même air, mesurant nos gestes pour ne pas étouffer l'autre. Parfois, elle restait sur le pas de la cuisine, m'observant pendant que je coupais les légumes ou que la soupe frémissait dans la casserole. Dans ces moments-là, je voyais combien cette femme, jadis servie et admirée, ignorait tout des gestes simples de la vie. Sa richesse ne lui avait laissé que la dépendance et l'inutilité. Un jour, je lui tendis un chiffon pour m'aider. Elle le prit, ses bagues toujours au doigt, et tenta maladroitement d'essuyer la poussière d'une table basse. Qui sait quelle humiliation elle ressentit à cet instant. En la voyant tenir ce chiffon comme un objet étranger, je compris que sa fameuse distinction de grande dame ne valait plus rien ici, entre mes quatre murs. Les jours passaient, et l'écran de son téléphone restait désespérément noir. Celle qu'elle appelait ma fille chérie n'avait plus donné signe de vie depuis qu'elle l'avait laissée ici. Les anciens amis de Madeleine, eux aussi, s'étaient évaporés avec sa fortune. Ce silence-là, plus encore que mes reproches, la consumait lentement. La nuit, je l'entendais bouger sur le vieux canapé, se tourner sans trouver le sommeil, étouffant parfois un sanglot. Dans l'obscurité de mon salon, elle n'était plus qu'une silhouette fatiguée, privée d'avenir, et dans ses larmes étouffées, je voyais, sans joie mais sans haine, les derniers éclats d'un royaume déchu. Les semaines passèrent, et dans cette petite maison, le silence devint si épais qu'il en étouffait l'air. Un soir, je posai lentement mes aiguilles à tricoter sur mes genoux et décidai d'inviter dans la pièce ce passé sombre que nous fuyions toutes deux depuis trop longtemps. Les larmes silencieuses de Madeleine ne suffisaient plus à noyer mes propres cris retenus depuis des années. Elle fixait le vide, le regard perdu vers la nuit à travers la fenêtre. Je pris une inspiration et d'une voix ni dure ni compatissante, simplement usée par le temps, je dis « Madeleine, cette vie fastueuse pour laquelle tu as effacé ta famille, nos parents, notre histoire, ces amis de salon que tu exhibais à ton bras, et cette fille ingrate que tu mettais sur un piédestal, aujourd'hui que tu dors seule sur ce canapé, dis-moi, tout cela en valait-il la peine ? Elle tressaillit, piquée au vif. Son masque de victime se fissura, laissant réapparaître
les épines de la femme orgueilleuse qu'elle avait été. « Tu ne peux pas comprendre ce que j'ai vécu », siffla-t-elle. Tu n'as jamais connu le respect ni la vie que j'avais. Si les affaires de mon mari ne s'étaient pas effondrées, je serais encore reine dans mon monde. Ce n'est pas ma faute, c'est le destin. Une malchance stupide. Une malchance ? Répétai-je, la voix tremblante. Je sentis ma vieille blessure se rouvrir, brûlante. Quand mon pauvre mari agonisait à l'hôpital et que je t'ai appelé pour te demander un simple prêt afin de payer la transfusion, tu m'as répondu « Claire, j'ai un tournoi de golf. Je ne peux pas compromettre ma réputation pour tes problèmes de pauvre. » Et tu as raccroché. C'était ça, la malchance, ou bien ton choix, froid, calculé, inhumain. Cette fois, aucun mot ne vint. Son visage figé se décomposa. Les vérités qu'elle avait enfouies au plus profond d'elle-même remontaient à la surface. Implacable. Pour la première fois, elle ne trouva aucun refuge dans ses excuses, aucun bouclier dans son orgueil. Tout ce qu'elle avait été se réduisait à ce moment-là, nue, vulnérable, face à son propre effondrement. L'air de la pièce s'alourdit soudain, comme si les murs allaient s'écrouler. La femme toujours droite, fière, refusant toute erreur, s'effondra sur le canapé. Ce soir-là, elle ne faisait pas face à la ruine de sa fortune, mais à celle de son humanité. Et alors, Madeleine pleura. Mais pas comme la nuit où elle s'était retrouvée à la rue. Non. Cette fois, c'était d'un autre abîme que montaient ses sanglots. Elle pleurait la sœur qu'elle avait trahie dans un couloir d'hôpital, la faute qu'elle ne pourrait jamais effacer. Ses sanglots ne résonnaient pas contre mes murs, ils vibraient dans les recoins durcis de son propre cœur. Je restais là, immobile, à la regarder. Je ne puis ni lui dire « Ne pleure pas », ni murmurer « Tu l'as bien mérité », car je savais que ses larmes, aussi sincères soient-elles, ne ramèneraient pas mon mari, ni effaceraient mes années de solitude. C'était son procès intérieur, son face-à-face avec sa propre conscience, et je n'avais pas le droit d'intervenir. Quand enfin la tempête se calma, elle leva vers moi ses yeux rougis, gonflés de larmes. Dans ce regard, il n'y avait plus ni colère, ni fierté, seulement la nudité d'une âme qui reconnaît sa faute. Je sais, j'ai fait quelque chose d'horrible. Je ne mérite pas ton pardon. Je ne répondis pas. Aucun mot n'aurait pu recoudre la plaie du passé. Je me levai simplement, allai chercher un verre d'eau et le déposer dans ses mains tremblantes. Ce n'était pas un pardon. C'était ma façon muette de dire « Je ne t'étoufferai pas sous ma haine. Tu es encore mon sang. Et tant que tu es sous ce toit, je t'accueille, sans te juger. » Nous savions, toutes les deux, qu'après cette nuit-là, rien, ni dans cette maison, ni entre nous, ne serait jamais plus comme avant. Au matin de cette grande confrontation, le silence qui pesait sur la maison n'était plus celui d'une tempête passée, mais celui, plus terrible encore, d'un séisme après lequel il ne reste que les décombres. Sur le canapé,
Madeleine était assise comme une ombre, les mains autour d'un verre de thé que je venais de lui donner, le regard vide, accroché à cette tasse comme à la dernière chose capable de la maintenir en vie. Cette nuit-là, elle n'avait pas seulement affronté son passé, elle avait rencontré le monstre qu'elle avait été. Alors que je m'affairais à mes tâches habituelles, elle se leva soudain, tremblante, et tendit la main vers le vieux chiffon que j'utilisais. Sa voix était si faible qu'on l'entendait à peine. « Claire, laisse-moi faire un peu, je t'en prie. » J'ai compris tout de suite. Ce n'était pas pour m'aider, mais pour apaiser un peu la brûlure de sa conscience. Tenter de racheter, d'un geste dérisoire, le pain qu'elle mangeait dans cette maison. Ses doigts, encore cerclés de bagues, se refermèrent maladroitement sur le chiffon sale. Elle essaya d'essuyer la table, mais ne fit qu'étaler la poussière. Voir cette femme qui n'avait jamais lavé un verre de sa vie, incapable de venir à bout d'une simple tâche, c'était comme contempler la chute d'un monde, celui du luxe, des apparences et de la dépendance. Quand elle s'essuya le front, couverte de sueur pour si peu, elle leva vers moi un regard implorant, un regard qui disait sans mots « Pardonne-moi, je ne sais plus comment vivre ». Je détournai la tête, attrapai le seau et répondis, d'un ton trop froid, « Laisse, tes mains ne sont pas faites pour ça. Je vais m'en charger. » Car, face à la perte de mon mari mort, à mes années d'humiliation et de solitude, ses gestes maladroits semblaient bien dérisoires. Elle retourna s'asseoir dans son coin, et nous comprîmes toutes deux que certaines fautes ne trouvent pas de rachat ici-bas. Elle n'était plus ma sœur riche, ni même une invitée, seulement une âme épuisée, prisonnière de sa culpabilité, vivant sous mon toit comme un fantôme. Et moi, je la gardais là, non par amour, mais par devoir, par ce lien de sang qu'elle avait méprisé autrefois et que je ne pouvais trahir à mon tour. Les jours suivants, elle devint l'ombre d'elle-même. Elle restait des heures assise près de la fenêtre, observant sans un mot les enfants bruyants du quartier, les voisins pressés. Elle, la femme des dîners mondains, semblait arriver d'un autre monde, incapable de comprendre celui dans lequel elle se trouvait. Ses cheveux, autrefois soignés chaque matin, étaient gras, tombant sur ses épaules. Ses ongles cassés, ses vêtements de luxe ternis, son port altier effondrait. Tout ce qu'elle croyait être elle-même, sa richesse, son apparence, son pouvoir, s'était évaporé. Devant le miroir, elle cherchait Madeleine et ne voyait plus qu'une inconnue. Elle ne méprisait plus rien, ni la maison, ni mes repas, mais une peur nouvelle la rongeait, la dépendance. Quand je m'apprêtais à sortir pour faire les courses, ses yeux s'agrandissaient d'une panique presque animale, comme s'il disait « Ne me laisse pas seule ici, et si tu ne revenais pas ?» Elle craignait moins la solitude que ses propres fantômes. La nuit, je l'entendais murmurer dans son sommeil, parfois le nom de sa fille, parfois des mots étouffés. « Je n'ai rien fait !» Et tandis que le souvenir de mon mari mort me serrait le cœur, je sentais aussi la lourde responsabilité d'abriter sous mon toit ce châtiment vivant. C'était comme si la justice divine s'était invitée chez moi, imposant à ma maison d'être le théâtre de sa rédemption. Nous nous disputions plus.
Nous ne parlions presque pas. Nous existions simplement, côte à côte, deux âmes blessées, l'une pleurant sa fortune perdue, l'autre pleurant son mari perdu. Et certains soirs, quand je lui apportais un verre de thé chaud, ce geste devenait notre dernier lien, fragile, douloureux, mais encore humain. Un fil entre deux ruines. Les dîners que nous partagions assises face à face autour de cette petite table de cuisine prirent des allures de funérailles silencieuses. Elle avalait lentement, la tête baissée comme si elle ne méritait pas ce plat, ce simple pilaf de boulgour qu'elle traitait autrefois de bouffe de pauvre. Ce silence était la bouchée la plus amère que nous devions avaler, plus aucun point commun, plus d'avenir à partager entre nous. Quand mes bons voisins frappaient et apportaient une assiette d'achourée chaude, je ne pouvais plus, avec la même insouciance d'autrefois, leur ouvrir la porte en les invitant pour un café. J'ouvrais à peine, bredouillais une excuse. « Il y a un invité indisposé chez moi, désolé. » Parce que je ne pouvais exposer à personne l'état pitoyable de ma sœur, ni confesser cette honte sur laquelle je n'avais plus prise. Un jour, je lui demandai de se lever et de rincer un verre. Ses mains habituées aux porcelaines et aux cristaux serrèrent mon simple gobelet de verre avec tant d'effroi qu'il glissa et se brisa dans l'évier. Elle resta figée, comme si elle venait de commettre un meurtre. Celle qui n'avait jamais dénié un vase à 1 000 € tremblait désormais, persuadée que j'allais la chasser. Je ne l'ai ni crié, ni grondé. J'ai juste pris le vieux balai et dit d'un ton sec: « Écarte-toi, ça sert à quelque chose, tu vas te blesser. » Mon calme glacial valait mieux qu'une gifle. Il la frappa plus fort que n'importe quelle humiliation, car avec ce verre brisé, elle comprit encore une fois combien elle était inutile, maladroite et dépendante de ma bonté. Lorsqu'elle se replia dans son coin, il n'en resta plus rien de la dame qu'elle avait été. Elle vivait sous mon toit, mangeait mon pain, buvait mon eau, et pourtant n'était même pas capable de laver un simple verre. C'était une morte qui respirait, un fantôme dont j'étais contrainte de garder la place uniquement parce que nous avions la même mère autrefois. Les mois passèrent. Sa détérioration ne fut pas seulement morale, elle faiblit aussi physiquement. Sa peau, autrefois lissée par des crèmes hors de prix, avait perdu son éclat. Ses épaules, autrefois fières, s'étaient affaissées. Les robes de soie lui tombaient désormais comme des maisons vides sur un squelette. L'orgueil l'avait rongée jusqu'à l'os. Parfois, elle ne m'entendait même plus. Je pouvais l'appeler pour dire « Le repas est froid ». Et elle restait sourde, fixée des heures durant sur une fissure du mur ou le motif d'un vieux tapis, comme si son esprit s'était délité fil après fil. La nuit, ses cris devenaient pires. Elle se levait en hurlant « Pars, ce n'est pas moi !» et désignait un coin de la pièce en tremblant, racontant avoir vu des choses qui n'étaient là que dans sa conscience torturée. Elle ne refusait plus les repas par dédain. Elle était devenue incapable de manger seule. Ses mains ornées de diamants ne tenaient plus la cuillère. Je dus souvent jouer le rôle qu'elle m'avait envié toute sa vie.
lui donner à manger comme à un enfant. C'était l'épreuve la plus cruelle que le destin me réservait. Depuis qu'elle s'était réfugiée chez moi, je n'étais plus seulement sa logeuse, j'étais devenue son infirmière, sa gardienne et la seule témoin de ses cauchemars. Elle avait été mon ennemie, celle qui m'avait blessée le plus profondément. Pourtant, désormais, à demi démentée, fragile et dépendante, elle ne restait qu'une misérable créature entre mes mains. Et par respect pour la mémoire de notre mère, je devais porter ce fardeau de ruine. Ce soir-là, les cris qui remplissaient mes nuits et le silence pesant du jour finirent par me dépasser. Animé du dernier reste de compassion, j'appelai le vieux docteur du quartier, un ami de feu mon mari, car la femme étendue sur ce canapé n'était plus ma sœur hautaine, c'était une âme perdue dans le labyrinthe de sa propre folie. Le médecin, après l'avoir longuement examiné sur ce vieux canapé râpé, se tourna vers moi, la voix lasse. « Madame Claire, ce n'est plus seulement de la tristesse ou du remords, son esprit est brisé. C'est une démence complète. Elle ne peut plus rester ici, seule avec vous. Il faut un établissement spécialisé ou bien l'hôpital public. Ce fardeau n'est pas le vôtre. » Ces mots, résonnant entre mes murs étroits, éveillèrent en moi une rage muette. Pourquoi moi ? Pourquoi cette croix devait-elle être la mienne ? Alors, emporté par une dernière impulsion de justice, je saisis le téléphone, celui qu'elle méprisait tant, et composai le numéro de sa fille, cette femme glacée qui jadis lui avait claqué la porte au nez. Après de longues sonneries, sa voix se fit entendre, polie et tranchante. « Oui, tante ?» Je lui expliquai tout d'un souffle, la folie de sa mère, les cris, la nuit, le diagnostic du médecin. Elle m'écouta sans broncher, puis répondit d'un ton calme comme une lame « Cette femme n'est plus ma mère. Je ne mettrai pas mon mariage en péril pour ses délires. Ne m'appelez plus pour ça. » Et la ligne se coupa. Le bip régulier du téléphone vide résonna dans mon petit salon comme à glas. À cet instant, je compris que la fille, pour qui Madeleine avait renié sa famille, venait de l'abandonner pour de bon, corps, âme et raison. Et le destin cruel venait déposer sur mes épaules le poids de ces ruines humaines. Je restais là, le combiné à la main pétrifié. Elle n'est plus ma mère. Ces mots me brûlaient comme un fer rouge. Je sus alors que j'étais seule dans cette impasse. Et les paroles de ma défunte mère me revinrent. Les sœurs se déchirent, mais dans la tempête, c'est toujours l'une qui tend la main à l'autre. Alors, même si elle m'avait trahi, même si elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, je décidai de la garder, de supporter jusqu'au bout cette épreuve que le ciel m'imposait.
je ne pus me résoudre à l'envoyer dans ces hôpitaux aux murs froids parmi les oubliés du monde. Désormais, mes journées ne se résumaient plus qu'à la servir, changer ses draps, nettoyer les taches. Lui donner à manger à la cuillère, chercher dans ses yeux vides la trace de la femme qu'elle fut. Je ne sortais presque plus. J'avais peur de la laisser seule, peur qu'elle fasse une bêtise, qu'elle mette le feu, qu'elle s'égare. Elle était prisonnière de son esprit, moi, je l'étais devenue de son corps. Nous étions deux captives du même malheur. Parfois, le silence devenait si lourd que j'en avais la chair de poule. Alors je m'asseyais près d'elle et lui parlais d'autrefois, de notre mère, du pain chaud qu'elle faisait, des jeux de notre enfance. Je savais qu'elle ne comprenait plus, mais j'espérais qu'au fond de ses yeux morts, un fragment de Madeleine m'entendait encore. Et la nuit, quand elle s'endormait enfin, je la regardais, ce visage creusé, méconnaissable, et je songeais à la justice impitoyable de la vie. Elle avait tout perdu, sa fortune, sa fille, et maintenant sa raison. C'était pire que la mort. Elle vivait enfermée dans un purgatoire suspendu entre ce monde et l'autre, et ce purgatoire avait pris la forme de mon humble salon. Les mois passèrent, et le vieux canapé devint le dernier refuge d'un corps qui respirait encore sans vraiment vivre. Celle qui autrefois tournait le nez devant les plats les plus raffinés n'avait plus la force d'ouvrir la bouche pour une cuillerée de soupe. Ses yeux vides, fixés sur une tache du plafond, me firent comprendre que je ne nourrissais plus une personne, mais le souvenir d'un passé coupable, un vestige de chair au bord du néant. Même ces cris, ces hurlements nocturnes qui avaient longtemps hanté mes nuits, s'étaient tus. Mais ce silence-là, lourd, absolu, était plus terrible encore. Il ne signifiait pas la paix, mais l'épuisement. Sa souffrance n'avait pas cessé. Elle n'avait simplement plus assez de vie pour continuer à souffrir. Le vieux docteur du quartier, celui qui autrefois était l'ami de mon défunt mari, revint une dernière fois. Il ne regarda presque pas le corps affaissé sur le canapé. Il posa plutôt ses yeux fatigués sur moi, sur mes épaules affaissées, sur mes paupières brûlées par les nuits blanches. « Ma chère Claire, la médecine ne peut plus rien. Vous lui avez offert ce que ni sa fille ni la vie ne lui ont donné, de la compassion, une main humaine. À présent, il ne reste qu'à attendre que la mort l'emporte doucement. Dans les derniers jours,
En observant son visage amaigri, ses pommettes saillantes, je ne voyais plus la femme hautaine que j'avais tant haïe. Devant moi reposait un être puni par la vie, minuscule, épuisé, déjà presque ailleurs. Je sentais que sa présence était devenue ma propre épreuve, le combat ultime entre ma rancune et ma pitié. Ce soir-là, alors que le soleil mourait dans la petite pièce, je pris dans mes mains sa main glacée, celle-là même qui, jadis, portait des diamants et des ordres. Ses doigts étaient durs comme la pierre, et en les serrant, je pensais à la main de mon mari agonisant que je n'avais pas pu tenir. Oui, le destin cruel et précis m'avait ramené là, pour que je voie s'éteindre dans mes bras non pas un mari aimé, mais l'ennemi que la vie m'imposait de pleurer. À l'aube, alors que les premières prières montaient dans le lointain, son souffle rauque se tut. Le silence me transperça comme une lame. Je m'approchai et je vis qu'elle était immobile, le regard vide tourné vers le plafond. La fière Madeleine, celle qui défiait le monde de sa beauté et de sa fortune, venait de mourir seule sur le canapé grinçant de la maison qu'elle avait méprisée. Je lui fermai doucement les yeux. Je ne pensais plus ni à ses offenses, ni à mon chagrin. Dans ce visage amaigri, il n'y avait plus de haine, plus de vanité, seulement la paix lourde d'une âme enfin jugée. Quand j'appelai sa fille pour lui annoncer la nouvelle, sa réaction fut brève. « Mes condoléances, tante, je m'occuperai des formalités. » Pas une larme, pas un soupir, juste le soulègement d'un poids ôté, d'une voix qui n'aurait plus à mendier d'argent. J'entendis dans cette froide politesse la preuve ultime. Même la mort de sa mère n'était pour elle qu'une corvée à régler entre deux rendez-vous. Le jour de l'enterrement, il n'y eut ni couronne, ni visage familier. De ses anciens amis riches, pas un seul ne parut, même pas sa fille. Le cercueil de Madeleine, la grande dame des salons parisiens, fut porté par 3 hommes, le docteur, 2 fossoyeurs payés d'avance, et moi. Elle, qui avait tant parlé d'éternité et de prestige, ne laissa derrière elle qu'un nom à demi effacé sur une pierre froide. De retour chez moi, je rangeai les draps, je repliai la couverture et m'assise face au silence. Ce silence n'était pas le silence du deuil, mais celui d'une leçon. Car au fond, elle n'était pas morte victime de la pauvreté, mais de son propre illusion, croire que l'amour s'achète. Et moi, la sœur méprisée, la pauvre, la petite, j'avais été la seule à lui tenir la main au seuil de la mort. Alors j'ai compris que la vie, dans sa plus cruelle sagesse, avait eu le dernier mot, qu'aucune fortune, aucun éclat, aucun titre ne vaut la présence au dernier souffle de celui qu'on avait jadis jugé indigne, celui qui reste parce qu'il a encore un cœur.